il y a 50% en fait, des sportifs de haut niveau, plus précisément des footballeurs, qui finissent ruinés 5 ans après leur carrière. Pour moi, le rôle modèle d'un musulman, c'est toujours de montrer la qualité au-dessus de la qualité. Et ça, c'est notre rôle, l'excellence. Et c'est comme ça qu'on a été éduqués. On dit ouais, je veux atteindre le million, mais si tu construis pas ce qui va autour, c'est très très compliqué de penser comme ça. La gestion de patrimoine, ça vient justement pour capitaliser sur ce que tu as fait, mettre de côté et faire en sorte que si demain l'aventure s'arrête d'un point de vue professionnel, et ben que l'aventure patrimoniale continue. Ça, c'est ma nouvelle marque de fabrique. Tu connais la série House of Cards? House of Cards. Non, je connais pas. C'est une série politique, mais qui s'est terminée il n'y a pas longtemps. Et l'acteur principal, il fait toujours ça. D'ailleurs, c'est le bruit d'entrée de Netflix. Tu sais, quand Netflix, ça commence, t'entends ce bruit? Ouais. Ça vient de ça vient de cet acteur qui fait ce bruit-là. Donc maintenant, c'est ma marque de fabrique. Okay. Salut la commu, bienvenue sur l'épisode, alors je sais plus, peut-être 10 ou 11. On a tourné tellement de vidéos récemment que je suis un peu perdu, mais aujourd'hui, on a un invité de marque. Je l'ai contacté avant-hier, il m'a donné son go hier et aujourd'hui il est parmi nous. Ouais. Bagdad, bienvenue. Barakallah. Comment vas-tu? Très bien, très bien, je te remercie. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, très honoré. Ça nous fait énormément plaisir. Et aujourd'hui on a aussi Nassir. Qui est venu. Premier podcast de Nassir sur Café Crème. Premier exercice podcast, mais après on a l'habitude de se voir dans les webinaires, mais c'est le premier exercice. Exactement. Et donc c'est aussi un honneur d'avoir deux élites avec nous. Un chez les freelances et un dans le financement. Éthique, clairement, islamique. Islamique, éthique. Parfait. Ben, on va discuter de ça. Avant toute chose, on m'a beaucoup remonté le fait qu'on n'expose pas assez ce que c'est Café Crème. Donc, je reviens dessus. Mais Café Crème, c'est quoi? C'est 3 pôles. L'agence, donc Café Crème Agency, Café Crème Club et Café Crème Studio. L'agency, c'est pour tous vos besoins en application mobile et web, branding et site web. Studio, c'est pour toute la partie audiovisuelle, donc gestion des podcasts, montage, gestion des réseaux sociaux, les réels, les shorts, tout ce qui concerne et tout ce que vous voyez sur Café Crème Média, c'est réalisé par le Café Crème Studio, donc vous pouvez les contacter. Et le club, représenté par Nassir, vas-y, explique-nous rapidement. C'est souvent ce que dans les podcasts que tu évoques souvent, quand tu dis ouais, nous dans notre domaine, ce fameux domaine-là, c'est le domaine du consulting, du freelancing. Et avec notre expérience avec Café Crème, on opère pour plusieurs entités, que ça soit du portage, du placement, même parfois du conseil. Et c'est un peu notre fer de lance, c'est le travail qu'on fait au quotidien avec les consultants freelance qu'on accompagne. Et c'est aujourd'hui l'activité principale de mon côté. Donc, je m'occupe au quotidien d'accompagner des freelances. Avec Adil et Alima aussi. Exactement, Alima qui nous a rejoint et qui a une belle vision d'énergie. Et Adil qui est mon cofondateur sur la partie consulting. Ça marche. Et vous êtes combien de consultants aujourd'hui? Plus de 350 consultants. Et vous ouvrez le modèle ESN à partir de depuis septembre. Et puis pour 2025, il y a beaucoup de nouveautés sur la partie ESN, sachant qu'on a une vision freelance. Donc du coup, on va jamais arriver sur le défaut des ESN sans cracher dans la soupe. C'est le manque de transparence, etc. Aujourd'hui, quand on trouve des missions, on ne sait pas combien on est facturé, on ne sait pas les marges que les ESN peuvent appliquer. L'idée, c'est d'être transparent, surtout qu'on vient du monde du freelancing. On a été sur une autre partie dans la reconversion. Donc, on vient d'un domaine où, en fait, on donne pour la communauté. Et c'est pour ça qu'on travaille en fonction de la communauté de freelance. Donc, on lance le modèle ESN sur l'année 2025. Bah, vous savez où les trouver, hein, c'est Café Crème Club. Café Crème Club. Et du coup, alors Bagdad, il le sait peut-être pas, mais on vient de la même ville. Base. Trappes. Eh ben oui. Ah, magnifique. Eh ben oui, tu vois. Donc le 7-8 se retrouve à Dubaï aujourd'hui sur 2 pôles totalement différents. Et en plus de ça, Bagdad, si tu le sais, ou peut-être tu le sais pas, mais en 2013, j'avais fait une demande de financement avec 570 Easy et j'étais avec Hassan Nassiri à l'époque. Okay. Et il m'avait renvoyé vers toi aussi. On avait discuté un peu rapidement lorsque je voulais faire un projet immobilier sur Paris. Okay. Bon, c'était pas fait finalement. Et du coup, là, aujourd'hui, on se retrouve et pour discuter d'un super projet. Donc, c'est AWA. C'est ça, AWA. Athletics Wealth Advisors. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que AWA? Alors, AWA, c'est un cabinet de gestion privé spécialisé en finance islamique. Et un cabinet de gestion privé, donc c'est un cabinet de gestion de patrimoine qui va accompagner, on va dire, des profils assez fortunés
Donc là, principalement, on accompagne des sportifs de haut niveau dans la gestion de leur patrimoine. On accompagne des chefs d'entreprise aussi et des personnalités publiques. Et on accompagne également, en plus de cela, des particuliers qui ont au moins 500 000 euros de patrimoine en plus de leur résidence principale. D'accord. Ok. D'où athlétique. Exactement, Ça va bien. Athletics, le jeu de mots, donc Pour le sport. Athletics, Pas mal. effectivement. Ok, Ok. très bien. Et l'idée est venue d'où et comment? Parce qu'en fait, effectivement, là, quand tu parles de personnes fortunées ou avec un certain capital ou des sportifs de haut niveau, c'est qu'aujourd'hui, les sportifs de haut niveau, ils ont, en général, c'est les agents qui gèrent leurs fonds. Alors, la problématique, c'est que des fois, en fait, souvent, ils ont personne. Ok, d'accord. Ou alors, sinon, ils ont les mauvaises personnes. Ouais. Et, C'est les reportages qu'on voit, tu sais, récemment, Ouais. un tel a perdu. C'est ça, c'est ça. ok. En fait, les statistiques, elles sont folles. Il y a 50% en fait, des sportifs de haut niveau, plus précisément des footballeurs, qui finissent ruinés 5 ans après leur carrière. Donc, comment Incroyable. Et ça, c'est des statistiques officielles de l'UNFP. Donc, Ok. on peut même s'imaginer que les statistiques sont en réalité même très conservateurs Ok. et qu'il y a beaucoup plus. Donc, comment ça se fait que pendant de nombreuses années, ils amassent pas mal d'argent, pas mal de millions, Bien sûr. et qu'à la fin, ils se finissent ruinés. Et en fait, le constat qu'on a fait, c'est qu'en réalité, ils sont très mal accompagnés ou pas du tout accompagnés. Ils vont être victimes souvent d'arnaques, de mauvais conseils. De Ouais. mauvaises influences de leur entourage de base qui n'est pas sensible à ce genre de, C'est ça. à ce genre de gestion. C'est ça. Et souvent, parfois, ça, c'est même, entre guillemets, c'est pas fait exprès. C'est-à-dire que on va avoir une personne dans l'entourage qui va vouloir bien faire, mais c'est tout simplement pas sa compétence. Bien Donc, sûr. tu peux pas t'occuper du patrimoine de telle et telle personne si tu n'en as pas les compétences. Et- Chacun. Et même de base, tu sais, un agent, il est pas censé maîtriser la finance, C'est ça. la politique du joueur. C'est pas son agent immobilier. Mais aujourd'hui, l'agent en France, et j'ai beaucoup d'amis agents, ils se reconnaîtront, Nabil. Et ben, on avait une discussion avec un agent super célèbre qui s'appelle Nabil, mais s'il m'autorise, je lui dirais quel joueur il accompagne. Et il me disait, mais l'agent pour un joueur de foot, c'est son père, son Ouais. grand frère, Ouais. son agent immobilier, Ouais. son conseiller bancaire, son conseiller en investissement, son concierge. C'est une dinguerie. C'est Il fait ça. tout. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est pas compartimenté. Donc, vous, en fait, vous arrivez avec une solution où, Professionnel. limite, vous dites à l'agent, écoute, l'investissement, c'est nous. Ouais, ouais. En fait, là, de toute façon, nous, on va jamais en fait empiéter sur le travail de l'agent parce que c'est pas notre compétence justement d'intervenir C'est sur clair. le parcours sportif du joueur. Et inversement, finalement, l'agent, il va pas empiéter sur la partie financière, patrimoniale, parce qu'en plus, quand on parle de patrimoine, de gestion de patrimoine, on parle d'investissement, de placement, de fiscalité, mais aussi on parle de sujets tels que l'héritage, la zakat. La zakat al-mal, payer la zakat al-mal. Et ça, c'est des sujets en fait qui sont pas du tout traités ou très mal traités. Ok. On a eu des cas où on a dû, finalement, quand on a repris la relation, on a dû faire des arriérés pour payer rattrapages. zakat al-mal, des rattrapages, etc. Et ça, c'est problématique. ok. Enfin, alhamdoulilah pour lui, en fait, il a pu rattraper. Mais pour ceux qui ne sont pas sensibilisés sur ça ou qui ont fait les choses de la mauvaise manière, ça pose problème. Donc, déjà, une petite question, mais très Très- sommaire. Qu'est-ce- C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas payé sa zakat al-mal, il peut la rattraper s'il y a des années, il a C'est ça. oublié, etc. Ouais. Ok. Parce que c'est ignorant aussi, il doit aussi revenir en arrière et rattraper. Tout à fait. En fait, zakat Ok. al-mal, la différence, c'est que c'est une adoration, en fait, qui est, entre guillemets, verticale, comme la prière, c'est-à-dire que tu as des comptes à rendre auprès d'Allah Azza wa Jal, Mhm. mais c'est aussi une adoration horizontale. Ça veut dire qu'en fait, c'est un droit Ok. qu'ont des personnes sur ton patrimoine. Donc, ça veut dire que Ok. tu peux bien faire sûr. taouba, tu peux faire le repentir, mais par contre, il faut quand même réparer et payer les arriérés pour D'accord. pouvoir justement... Très intéressant. Bah, pour les personnes qui ne savaient pas, là, on a une réponse déjà tout de suite ouais. de Bagdad. Alors aujourd'hui, à WA, nous, on a bossé avec CC, Café Crème et Awa sur la présentation du projet Nemix à la communauté. Exact, avec le club d'investisseurs pour la présentation du projet de private equity. Donc, du coup, ça, c'est un des produits que vous proposez à vos clients. C'est ça. Et d'ailleurs, on est parti sur les joueurs de foot, mais nous, la plupart des gens qui viennent sur notre audience sont des gens qui ont un patrimoine de 500 000 euros et plus hors résidence principale, donc qui rentrent dans la typologie de clients et qui sont sensibilisés à ce genre d'investissement de private equity. Donc, c'est aussi quelque chose que vous faites. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Aujourd'hui, si on devait donner le panel, l'univers d'investissement qui est possible en conformité avec l'éthique musulmane, aujourd'hui, on peut investir dans de l'immobilier, soit en direct, c'est-à-dire en achetant directement une maison, un appartement. D'accord. Ça peut se faire
cash, ça peut se faire à travers le financement immobilier Murabaha. On pourra en revenir d'ailleurs par la suite, dès lors qu'on est résident fiscalement en France. Ça peut se faire également de manière indirecte. L'immobilier indirect, ça va être à travers des fonds d'investissement pour aller diversifier. Et souvent, l'immobilier, c'est quand même un socle important du patrimoine, puisque ça représente, pour donner quelques références, ça représente 60 à 70% du patrimoine. Donc, quand on regarde en fait les personnes qui ont un patrimoine équilibré, en bon père de famille, bien géré, l'immobilier, c'est 60-70% du patrimoine. D'accord. Ok. Donc, sur ça, déjà, on a, alhamdoulilah, de quoi faire en conformité avec l'éthique musulmane. Et l'immobilier, c'est une classe d'actifs qui est souvent très peu risquée. Et en termes de rendement, ça va rapporter autour des 5% en moyenne. Ça marche. Ensuite, les deuxièmes classes d'actifs, ça va être les placements dits financiers, où là, on peut investir sur les marchés financiers islamiques. Et dedans, on va retrouver quoi? On va retrouver en fait des actions cotées en bourse qui vont passer un certain nombre de filtres pour s'assurer qu'ils soient conformes à l'éthique musulmane, que ce soit au niveau de leur activité, au niveau d'un certain nombre de ratios. Donc, il y a justement des normes qui permettent justement de déterminer si une action est sharia compliant ou pas. Ça vous en occupez du coup. Tout à fait. C'est-à-dire que si, je te coupe, mais en gros, vous nous fournissez une liste d'actions, ou bien est-ce que moi, si je vois un ETF ou une action et que j'ai envie d'investir dessus, est-ce que vous faites le conseil pour dire on peut t'accompagner, oui, non? Oui, on accompagne sur D'accord. ça. Et souvent, alors, on déconseille toujours de construire un portefeuille composé de titres vifs. C'est-à-dire que il faut jamais, en finance islamique, te composer ton propre portefeuille d'actions. Pourquoi? Parce que c'est assez dangereux, parce qu'une action peut être sharia compliant aujourd'hui et ne plus l'être demain. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que tu surveilles ça dans la durée. Alors maintenant, tu as des applications qui sont très bien faites, qui te permettent de suivre, mais ça, on déconseille. On préfère toujours conseiller d'investir à travers soit des fonds en gestion active. Donc, fonds en gestion active, c'est quoi? C'est un fonds d'investissement qui est composé d'un gérant dont c'est le métier au quotidien, qui va acheter dans les meilleures conditions les actions sur le marché, et il est supervisé par un sharia board qui va s'assurer que ces actions sont sharia compliant. Si demain l'action n'est plus sharia compliant, toi tu es tranquille parce que ils vont s'en débarrasser immédiatement sans que ça ait un impact financier négatif sur ton investissement. Pourquoi? Parce que à travers le fonds, tu es exposé à plusieurs centaines d'actions en même temps. S'ils en vendent une, ça va. Alors que si toi tu fais ton propre portefeuille, ben déjà ça va être très dur pour toi d'avoir 100 actions, il faut avoir beaucoup d'argent. Ouais. En plus de ça, il faudra le suivre sur la partie. Il faut du temps et de la connaissance. Exactement. Ouais. Exactement. Et donc nous, on déconseille parce qu'il y a la partie financière où en fait n'importe quel gestionnaire de fonds va justement analyser l'action, savoir est-ce qu'il faut la garder ou pas, c'est quoi les perspectives d'évolution, etc. Et il y a la partie sharia à côté. Donc c'est vraiment si tu en fais ton métier, ok. Ouais. Si c'est pour investir, ne le fais pas. Mieux vaut passer par des fonds. Et dans les fonds, donc tu as les fonds qui sont en gestion active, donc avec un gérant de fonds, et tu as les fonds dits tout ce qui est ETF en gestion passive, où là, pareil, tu as un sharia board qui va s'assurer que quand tu investis dans l'ETF, c'est sharia compliant. Et d'ailleurs, on parlait juste avant d'enregistrer de questions épineuses. Je disais, souvent les gens ils me disent, mais pourquoi, quand il s'agit tout de suite islamique, c'est plus cher? Tout simplement, si tu me l'avais expliqué, je te laisse me dire, par exemple, pourquoi, quand on parle de fonds de gestion active, les frais sont beaucoup plus élevés que si on est sur un gestionnaire de patrimoine classique ou si j'investis dans une enveloppe classique. Ouais. C'est une très bonne question. Donc, pour donner du coup le cadre, donc on a dit il y a deux types de fonds, gestion active avec un gestionnaire de fonds et gestion passive. Au final, on réplique un indice. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va venir regarder pour acheter et revendre les bonnes actions. Il va juste suivre un indice. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le marché conventionnel, il y a une étude qui a été faite, c'est que dans 80-90% des cas, en fait, la gestion passive, donc les ETF, surperforment le marché. La gestion passive. C'est-à-dire qu'en gros, les gestionnaires de fonds, ils n'arrivent pas à battre le marché. Et du coup, c'est problématique parce que quand tu es sur des ETF, les frais, en fait, sont proches de zéro. C'est ça. Parce que tu n'as pas de gestionnaire de fonds. Alors qu'en gestion active, tu payes quelqu'un justement pour te sortir une meilleure perf. Ouais. Mais en finance islamique, c'est l'inverse. Quand tu regardes les stats en finance islamique, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que quand tu regardes la performance de ces fonds en gestion active nette de frais, les performances sont supérieures aux ETF que tu peux trouver sur le marché islamique. Donc au final, c'est plus intéressant. Et pourquoi du coup il y a des frais? Forcément, tu as un gestionnaire de fonds qui va travailler au quotidien sur ton portefeuille, mais tu as aussi un sharia board qu'il va falloir rémunérer, en fait, qui va venir faire des audits, des contrôles pour pouvoir justement
comment dirais-je, s'assurer que c'est bien conforme à sûr. l'éthique musulmane. Ok. Après, quand on passe par un gestionnaire de patrimoine, on rémunère aussi les gestionnaires de patrimoine qui va Exact. proposer ça. En général, le gestionnaire de patrimoine, soit il facture des honoraires aux clients, soit il est rémunéré sur une partie des frais qui sont pris lorsqu'on place justement dans ce type de solution. Et ce type de solution, en fait, on a beaucoup la question de personnes qui nous disent mais avant, il n'y avait pas ça, etc. Mais en fait, tout est une question de comment on appelle ça, de conjoncture. Parce que Le marché, si on en prend fait. l'immigration en France, elle n'est pas comme en Angleterre. En Angleterre, ils avaient déjà de l'avance. Immigration positive, parce qu'aujourd'hui, la génération, nous, on est la génération 1. Enfin, voilà, la génération 2, c'est des gens qui ont fait des études, qui ont du des salaires patrimoine, beaucoup plus importants. qui ont de l'épargne. Nous, on accompagne des freelances aujourd'hui qui prennent des salaires entre 5 000 à 8 000 euros par Ouais. mois. Donc, à un moment donné, le patrimoine du musulman d'aujourd'hui, 2024, Il il est plus important. Donc, forcément, plus ton patrimoine est important, plus tu auras des solutions qui seront adaptées à ton patrimoine. Donc, la réponse est claire. La conjoncture, le musulman, alhamdoulilah, commence à avoir des gros nouveaux capitaux, besoins, des nouveaux besoins. et des Et nouvelles forcément, problématiques. devant des organisations qui répondent de manière éthique à ça. Juste tout à l'heure, on avait plus des calls avec des solutions comme la tienne. En fait, ça va se multiplier, c'est Ça clair. se multiplie, Parce ouais. que l'offre C'est et la une bonne demande, chose. Oui, c'est c'est obligé, c'est logique. Dans chaque domaine, c'est comme ça. Donc, tu vas avoir de plus en plus d'organisations qui vont faire à peu près comme Awa. Mais Awa, derrière, bon, tu nous en diras plus, mais Bagdad, moi, je l'ai connu avec 570 Easy, qui, je pense que la plupart de nos viewers connaissent 570 Easy. Et donc, c'est quoi le lien maintenant aujourd'hui entre 570 Easy Et quelle entité il y a aussi et AWA? Et sachant qu'il y avait aussi, on avait bossé un peu avec comment il s'appelle Connexca Patrimoine. Connexca Patrimoine. Exact. Ouais. Donc, comment tu peux nous expliquer un peu l'organisation? Alors, oui. Donc, effectivement, en fait, nous, Athletics Wealth Advisors, donc l'entité juridique, elle est née en fait cette année. En début d'année, donc au mois d'avril officiellement. Mais donc le fondateur et directeur général de Athletics Wealth Advisors, c'est Amin Naïd Daoud, qui est d'ailleurs a été le cofondateur de 570 Easy. Exact. Et donc si on fait en fait finalement l'historique, donc parmi les fondateurs, donc il y a Amin, il y a moi, il y a Hassan Nassiri que tu as pu voir qui était D'accord, ok, très bien, je sais pas. qui était de chez Perinis, il y a Mathieu Merlin aussi. Ok. Taha Al-Ahbabi aussi, peut-être que tu connais. Bien sûr, on connaît. On a fait bien. l'événement ensemble dans le désert. Dédicace à ouais. Taha. Ouais, On a toujours exactement. pas mangé de mandi ensemble, mais bientôt, ça serait pour bientôt. Machallah. Lui, il est émirati local, très intégré. Machallah. Et en fait, nous SAC, en fait, on est des anciens de chez 570 Easy. Et concrètement, 570 Easy donc, a été créé en 2010 avec pour objectif de mettre en place, de créer des solutions financières conformes à l'éthique musulmane, donc une société d'ingénierie financière. Donc c'est ce qui a été fait, alhamdoulilah, de, on va dire, 2012 à 2018. On avait chez 570 Easy le financement immobilier Mourabaha, qui était la seule solution financière de financement conforme à l'éthique musulmane sur le marché. D'ailleurs, du coup, vous étiez les premiers en France à proposer la Mourabaha, qui est, du coup, si on peut expliquer aux viewers, c'est quoi le principe de la Mourabaha? Alors, le principe, c'est que parmi les principes de la finance islamique, c'est l'interdiction du riba. Okay. Donc, le riba, c'est un gain injustifié en islam. Et le riba connu, le plus reconnu, c'est celui qui consiste à prêter de l'argent et de payer ou de recevoir un intérêt bancaire, donc un surplus. Ça, c'est du riba, donc c'est ce que proposent finalement les banques traditionnelles. La Mourabaha, donc c'est un montage différent puisqu'on n'est pas sur un contrat de prêt, mais on est sur un contrat de vente. Et ça, c'est important parce qu'en islam, on ne regarde pas forcément que les résultats, on regarde les moyens utilisés pour parvenir à un résultat. D'accord. Tous les moyens ne sont pas bons pour atteindre le même résultat. Et en fait, pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, on a un verset connu dans Surat Baqara où Allah Azza wa Jalla nous dit « Wa halallahu al-bay'a wa harrama al-riba ». Allah a autorisé la vente et a interdit le riba. Et déjà, à l'époque du prophète sallam, en fait, les gens disaient « Ben ouais, mais le riba, je prête 1000, je reçois 1100, ou alors je vends, j'achète 1000, je revends 1100. » Bon, au final, c'est la même chose, c'est du business. Mais non, le prophète sallam, il a justement, Allah Azza wa Jalla, il a donné les limites de cela. Et du coup, parmi les possibilités, donc c'est le commerce. On peut effectivement gagner sa vie honnêtement, de manière juste, avec le commerce. Et la Mourabaha, c'est tout simplement un contrat commercial d'achat-revente. À la base, Mourabaha, c'est tout simplement une vente transparente où le vendeur te révèle la marge. À la base, tout de suite, c'est ça, il est clair. Voilà. C'est-à-dire que si toi, elle n'est pas évolutive. Voilà. Et maintenant, tu me dis, voilà, tu me vends ton téléphone. Et tu me dis, allez, 500 €, tu me vends 500, et moi j'essaie de négocier, etc. Et tu dis, Bardet, t'abuses. Franchement, je gagne que 50 € dessus.
En faisant ça, tu as fait une murabaha. Parce que tu as D'accord. révélé combien Ok. tu gagnes. Ok. Ça, c'est la Ah, je base. comprends. Voilà. Maintenant, la murabaha, c'est devenu aussi un outil de financement parce qu'on va pouvoir accorder des facilités de paiement. Un échelonnement. Exactement. Donc, concrètement, maintenant, de manière concrète, le financement murabaha en France, comment ça fonctionne? C'est qu'on va avoir un établissement. Donc, ça va être une banque. Alors, il n'y a pas de banque islamique en France, ça n'existe pas, mais c'est une banque qui a ouvert une activité de finance islamique, ce qu'on appelle une Islamic Window ou un département de finance islamique isolé de leur activité ribawi. Est-ce que ça veut dire que Non. les fonds ne sont pas mélangés avec des autres activités qui ne sont pas autorisées dans la religion? C'est ça. Alors, parmi les conditions qui sont données par les shoyours, c'est que l'Islamic Window, donc le département de finance islamique, va finalement, les shoyours ont validé en fait un budget chaque année qui correspond en fait au montant des fonds propres de la banque Ok. et Ok. les comptes courants de ses clients qui ne sont pas rémunérés. Et c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir faire des murabaha sur l'année à venir. Mais il faut juste savoir une chose, malgré qu'il y ait cet audit, ce contrôle, etc., il faut savoir que c'est même pas une obligation, ça. C'est-à-dire que, Ok. en fait, on n'a pas à aller chercher l'origine des fonds lorsqu'on a un commerçant qui vend un produit, D'accord. halal. C'est-à-dire ça, c'est Ok. c'est un surplus. plus. C'est-à-dire Ouais. c'est une gage de qualité. Voilà, De c'est un confiance. plus parce que de cette manière-là, on n'alimente pas indirectement le marché conventionnel. Ouais, Parce qu'une ok. banque classique, elle, à la base, elle fait quoi? Elle se refinance auprès de banques classiques. Donc, elle emprunte auprès d'autres banques, la banque centrale, sur le marché interbancaire, à un taux. Et ensuite, elle prête à un taux supérieur. D'ailleurs, c'est ce qui crée la création monétaire, avec l'inflation, le taux etc. directeur et tout. Ceux qui ont fait de l'économie Voilà. à l'école, ils l'ont celui-là. Donc là, non. Là, concrètement, c'est quoi? La banque, elle dit, OK, moi, j'achète. Imran, t'es intéressé, tu vas acheter un appartement à 100 000. La banque a dit, OK, j'achète 100 000. Là, elle va utiliser ses fonds propres ou les comptes courants non rémunérés. Elle devient propriétaire réellement. Ça, c'est un point important. Et ensuite, elle te revend le bien dans un délai qui peut aller jusqu'à 2 mois. Entre 3 jours et 2 mois, elle te revend le bien. Et là, elle te le revend 120 000 euros. D'accord? Donc, elle gagne 20 000 euros de marge. Et toi, tu vas payer un apport, par exemple, de 20%. Ok. Donc là, ça va faire 24 000 euros. Et le reste, tu vas payer à hauteur de X pendant Pendant le X années. Ce qui a été négocié au début. C'est ça. Ok. C'est ça. Mais du coup, il y a aussi ce point-là, c'est que la banque, elle devient propriétaire à un moment, donc elle possède le bien pour C'est le ça. revendre. Donc elle C'est peut ça. pas revendre quelque chose qu'elle n'a pas possédé. Exactement. Ok. En fait, parmi les principes, parce qu'ils disent, est-ce que la murabaha, c'est pas un crédit à intérêt déguisé? Ça, c'est une question Ok. qui peut revenir. Ça on peut revient trouver- souvent. Bien ouais, sûr, c'est- c'est souvent ça. Exactement. Et puis même, il y a eu nous, dans la communauté de freelance, on a une communauté très active sur WhatsApp et c'est un sujet qui a été... ça a été beaucoup repris. Les gens donnent leur avis. Parfois, il y en a qui sont convaincus que c'est une bonne alternative, mais par volonté de... Enfin, déjà, d'une part, parce qu'ils veulent pas faire tout ça. Ils se disent que c'est compliqué, alors qu'en réalité, avec tout ce que tu m'expliques, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. C'est très bien rodé. Et l'autre partie, ils disent qu'en fait, en réalité, ça a l'air d'être déguisé parce qu'on dirait que la banque, elle fait pas vraiment le truc. Il y en a d'autres qui vont aller dans le détail. Ils vont me dire, ouais, il faut que la banque, elle récupère les clés. Ou qui touchent quelque chose, ils sont dans le folklore, mais si vous le faites, c'est que vous avez travaillé le sujet. Je pense, Oui, je pense surtout que c'est bien rodé, quoi. Non, alhamdoulilah, on a aujourd'hui un sharia board justement qui valide et audite tout cela. Ok. Et c'est pas nous qui allons dire si cela est halal ou haram, etc. Donc c'est pas du tout notre compétence. Et honnêtement, s'il y a des personnes qui s'intéressent au sujet, franchement, qui étudient le sujet en profondeur et comprendront effectivement les tenants et aboutissants d'un point de vue du droit musulman. Parce que juste ce sujet-là, on pourrait en parler 1 heure. Bien sûr. Bien Mais- sûr. Exact, ouais. Concrètement, en fait, pour qu'une vente, parmi les conditions d'une vente, pour que la vente soit valable, effectivement, c'est que ici, la banque devienne réellement propriétaire du bien. Elle assume le risque lié à la propriété du bien. Ouais. Partage de risque, en fait. Alors là, on ne sera pas dans un partage, mais dans une prise de risque. Prise de risque. Parce ok. que pendant les 2 mois, le gars, il peut se retourner. Alors justement, pendant 2 mois, effectivement, il peut se passer des choses. Bien sûr. Si la banque déjà, imaginons, la banque achète, elle devient propriétaire, le bien il est squatté. Ouais. C'est pas ton affaire à toi, c'est l'affaire de la banque. La banque elle doit Ok. se débrouiller, payer Bien sûr. tous les Bien frais, sûr. etc. Demain, le bien il est incendié, inondé. C'est pas ton affaire. Il faut que la banque se débrouille pour remettre en état le bien. Demain, qadar Allah, tu décèdes pendant ces 2 mois-là. En attendant Ah le oui. fait que Ouais. tu récupères. Ouais. Donc au final, alors la murabaha, on va mettre en place des techniques pour limiter le risque, Ok. réduire le risque, mais par contre, on n'a pas le droit de supprimer le risque. Et le fait d'être propriétaire du bien,
c'est justement un risque important et c'est d'ailleurs le risque que tout commerçant prend. C'est le risque majeur, en fait, parce que c'est le fait d'avancer le capital et d'acheter la marchandise ou d'acheter le bien. C'est ça. Ouais. Donc, tant que la banque, elle est propriétaire, et ensuite, donc, pendant toute cette période, elle est propriétaire à 100%, donc c'est elle seule qui prend le risque. Ouais. Mais par contre, une fois qu'elle revend, transfert de propriété, transfert de risque. Donc, on n'est pas dans un partage de risque. On a d'autres contrats qui sont participatifs. Okay. On partage les risques et les pertes, les gains et les pertes, pardon. Là, on est dans une prise de risque à un instant T et une revente, comme n'importe quel commerçant. Ok. Aujourd'hui, c'est important parce qu'en fait, c'est une question qui revient souvent. Tu sais, aujourd'hui, l'investissement immobilier en France ou aux Émirats. Aux Émirats, il y a des solutions aujourd'hui qui avec sont... les plans de paiement. Voilà, avec les plans de paiement, il faut même vérifier. Bon, après, il y a des subtilités aussi, mais je veux dire, par rapport à la France, on a beaucoup de consultants qui, nous, dans le portage salarial, qui veulent faire des contrats de travail et qui veulent avoir des fiches de paye et pour notamment avoir accès à la propriété en France avec votre solution. On a même des gens très proches de nous qui sont passés par vous. Mais je trouve qu'aujourd'hui, est-ce que les conditions par rapport à il y a 10 ans, elles sont devenues beaucoup plus dures ou beaucoup plus souples? C'est-à-dire l'apport et l'accès à la propriété avec Là, ça s'est vraiment amélioré. Moi, quand je suis rentré, on continuera après l'historique, mais moi, je suis rentré en 2015 chez 570 et en 2015, on était sur des durées de financement de 10 ans, on était sur des taux d'apport énormes. Là, aujourd'hui, concrètement, pour faire le financement Morabha, il y a 4 grandes conditions. Il faut avoir un apport de 15 à 20% à peu près du prix du bien. Okay. Il faut avoir une situation professionnelle stable. Donc, en général, c'est un CDI avec 6 mois d'ancienneté ou alors, si tu es chef d'entreprise, au moins 2 à 3 ans de bilan avec des revenus déclarés aux impôts. Troisième condition, c'est respecter le taux d'endettement de 35%. Donc, ça, c'est une règle générale basique, en France. Voilà. Et quatrième condition, c'est avoir une très bonne gestion des comptes bancaires. Pas de découvert, pas d'ATD. Pas de flux virement. Voilà. Pas de j'ai de l'argent bled, je vais donner à mon cousin qui va me donner en euros, etc. Ah oui. Voilà. Ouais. Et donc, ça, bien évidemment, après, on vous explique c'est quoi les règles, parce qu'en fait, c'est tout simplement la réglementation bancaire en France. En fait, les banques ne font que appliquer la réglementation bancaire. C'est juste qu'est-ce qui fait que c'est, entre guillemets, parfois, ça peut être perçu comme un peu plus dur. C'est tout simplement parce que, en fait, on est obligé d'être plus carré que le carré. Ouais. Donné qu'on plus fait sécurisé. Voilà. Étant donné qu'il y a du risque. Il n'y a pas d'assurance. Ouais. C'est ça. Et même d'un point de vue aussi, voilà, les partenaires bancaires font de la finance islamique, donc forcément, ils sont très surveillés par les autorités. Donc, il faut qu'ils appliquent les. Oui, bien sûr. Voilà. Exact. Ouais. Dans tous les cas, pour moi, le rôle modèle d'un musulman, c'est toujours de montrer la qualité au-dessus de la qualité. Ouais, c'est vrai, ça. Et ça, c'est notre rôle, l'excellence. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Et aujourd'hui, que tu sois entrepreneur, que tu lances un produit, que tu es dans un business, tu dois toujours montrer la qualité et chercher la qualité et l'excellence. Et c'est pour ça que les solutions comme vous le proposez, tu vas forcément avoir des haters et des personnes qui vont essayer de critiquer, des détracteurs, etc. Ça arrive. Nous aussi, c'est le cas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait des podcasts. C'est pour montrer que, tu vois, il y a des solutions qui sont validées, utilisez-les. Nous, on a des consultants qui viennent nous voir, ouais, j'ai 50 000 € qui dort, qu'est-ce que tu nous proposes? Tu lui proposes des solutions éthiques, il va dire, ouais. Et après, il va dire, Imran, j'ai vu une crypto, elle est incroyable et tout. Et je vais dire, bah, elle est bien la crypto. Mais quand je regarde l'intérêt de la crypto, je suis pas sûr que celle-là, elle soit bonne. Ouais, mais t'as vu les taux de rendement? Bah, vas-y, c'est ça. Quand bien même elle soit halal. Imaginons que la crypto, elle est halal. Ça a été validé, etc. Ouais, mais il va pas y aller. Est-ce qu'il va y aller ou pas? Non. Il va pas y aller? Ok. Malheureusement, moi, en tout cas, la tendance que l'on voit, et ça, c'est malheureux, c'est que, en fait, on suit trop les tendances. Ouais. Aujourd'hui, c'est la tendance des cryptos. Ouais. Demain, ça va être la tendance des NFT, d'autres, ceci, cela. Bien sûr. Or, si on revient à la base d'une bonne gestion de patrimoine, on revient juste à la pyramide que je te disais. Je suis pas Illuminati, je fais ça. D'accord. Il y aura les haters, les détracteurs, ils vont dire, tu vois, ils commencent à faire des signes bizarres et tout ça. Et depuis tout à l'heure, je suis comme ça, tu vois. Et moi, dans mon deuxième. Oh là, la punaise, on va aller loin, là. Et en fait, donc, le patrimoine talent disait l'immobilier, ça, c'est 60%, bases, 60%. Ouais. Les placements financiers, actions, ou alors même ce qu'on appelle Sukuk, c'est des projets de financement d'infrastructures halal. Ça, c'est à peu près 30, allez, 40% de son patrimoine.
donc ça fait 60, on va dire 30, et après on a 10%. Sur ces Exotique, 10%, ouais. c'est là où on va investir dans quoi? On va investir éventuellement dans le private equity, comme les projets NMX, des projets dans des De sociétés non start-up, cotées. etc., Exactement. Parce que c'est ce qu'il y a de plus risqué. C'est ce qui peut rapporter le plus, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus risqué. Oui, c'est clair. Tu vas retrouver du coup potentiellement de la crypto-monnaie. Quand bien il faut effectivement s'assurer qu'elle soit Là, Sharia compliant. avec Awa, il n'y a pas de crypto. Hein. Aujourd'hui, non, mais c'est volontaire. C'est comme on propose pas de l'or aussi. L'or, ça rentre dans ces 10%. Ok, D'accord. d'accord, ouais. Mais la question parfois, c'est pourquoi? Pourquoi on propose pas? Bah, déjà, il faut commencer déjà avec les bases déjà. Bien sûr. Et puis ensuite, sur ces 10 derniers pourcents, je prends l'exemple de l'or. Aujourd'hui, tout le monde dit l'or, c'est une valeur refuge. C'est là qu'il faut investir. C'est sécure, t'inquiète. En plus, selon les cultures, il y en a qui vont beaucoup plus être attirés Ouais. par l'or. Et en plus, il y a même le sujet éthique de l'or papier, ceux qui investissent Exactement. où il y a du stock, où il n'y a pas de stock. Et quand on est gestionnaire patrimoine, on est obligé de passer par de l'or papier, donc de l'or sous contrat. Mais il y a aussi Ça des va poser conditions à problème. respecter. Ouais, ça va poser problème. Ouais. Mais imaginons que tu prends de l'or physique. Ouais. L'or physique, en fait, il faut juste rappeler, l'or, c'est quoi? C'est une monnaie d'un point de vue islamique. C'est un moyen d'échange. C'est pas le but de l'échange. Ok, ouais. Donc, en fait, dire que tu investis dans de l'or, ça n'a même pas de sens. T'as acheté de la monnaie, ouais. Et en fait, c'est comme si tu avais du dollar, de l'euro. Donc, en termes de diversification, ok, pourquoi pas avoir de l'or dans son patrimoine. D'ailleurs, l'autorité des marchés financiers, il déconseille de dépasser 5% de son patrimoine en or. Ok. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on peut entendre, l'or, en fait, c'est très volatile. Il suffit juste de regarder les cours. C'est-à-dire que quand tu investis dans de l'or, tu peux perdre ton argent. Sur du long terme, sur du très long terme, tu vas gagner. Mais sur des périodes qui peuvent être de plusieurs années, tu peux perdre ton argent. Bien sûr. Ouais, c'est clair. Il suffit d'une actualité ou d'un problème. C'est ça. L'or, c'est pour contrer l'inflation. Ouais. Tu arrives à contrer un peu l'inflation sur certains. sur Tout à fait. une longue période d'années. Tu vois. Et surtout, en fait, ça peut être intéressant quand justement tu as des placements en actions. Souvent, quand tu as des crises boursières, en fait, les agents économiques en fait, se redirigent vers l'or. Donc, du coup, quand ça baisse au niveau des actions, ça monte au niveau de l'or. Donc, l'avoir en termes de diversification pour contrebalancer un petit peu peut-être des crises financières. Ouais, c'est une sorte d'indice. Donc, ça peut être effectivement une valeur refuge dans ce sens-là. Ouais. Mais pas en tant qu'investissement principal, etc. Comme les cryptos. Et d'ailleurs, comme c'est une monnaie, l'or, et que c'est pas un investissement en soi, on paye quoi? On paye zakat al-mal à 100%, parce que c'est de l'argent qui dort. C'est de la thésaurisation. Bien sûr. Ah oui, c'est vrai. C'est de la thésaurisation. Donc, et donc, du coup, en tant que musulman, on doit aussi calculer le zakat sur. Exactement. Et du coup, zakat, c'est une incitation à investir. Donc, si tu payes zakat sur de l'or, ça veut dire que tu n'as pas investi, en fait. Exact. Sachant qu'on ne paye pas la zakat sur l'argent investi. Ouais. Exactement. Alors après, tu as des calculs selon les actifs, etc. Mais le règle générale, c'est que l'argent qui est investi n'est pas soumis à zakat al-mal dans sa majorité. D'ailleurs, juste, je sais pourquoi Imran posait cette question tout à l'heure sur est-ce qu'il y a 10 ans, c'était plus dur que maintenant ou si c'est plus facile. Tu nous as répondu en nous disant que c'était plus facile aujourd'hui de passer par des organismes qui organisent la murabaha. Pourquoi? Parce que cette réticence que les gens ont à investir, au début, elle était peut-être compréhensible parce que c'était un peu plus difficile d'accès. Parce que ces solutions et ces organismes qui sont un peu comme Awa ne proposaient pas forcément ça ou proposaient ça à des prix un peu spécifiques pour certains, pour le ménage qui était épargnant, qui n'avait pas beaucoup d'argent parce qu'il faut l'apport, il faut être solide, il faut avoir les trucs. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus commun. Et en réalité, quand les gens ils disaient que c'était du riba déguisé ou alors, mais souvent, malheureusement, que Dieu leur pardonne, il y en a qui disent « je préfère faire un crédit » parce que ça me reviendrait trop cher de faire le modèle islamique. Bah, aujourd'hui, entre guillemets, on soutient l'économie musulmane, en tout cas l'économie de ce modèle-là, en allant sur ce genre de système. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Et en fait, de toute façon, il faut savoir que la finance islamique, ou du moins la murabaha, ça ne va pas rendre des pauvres riches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends dans le marché conventionnel, aujourd'hui, tu as à peu près 50% de la population qui est propriétaire. Donc, si tu regardes au niveau du marché, entre guillemets, de la finance islamique, on n'est pas encore atteint à 50%, mais on ne pourra pas avoir 100%. Tout le monde n'aura pas une situation stable, tout le monde n'aura pas un apport. Donc, on ne vend pas de fausses promesses. On propose juste une alternative. Aujourd'hui, tu as les capacités d'avoir une situation. Est-ce que tu peux acheter? Si tu rentres dans telle condition qu'on a évoquée, là, oui, alhamdoulilah, tu peux acheter. Et de toute manière, imaginons tu n'es pas éligible à la murabaha parce que tu n'as pas l'apport, tu n'as pas la situation qu'il faut. En fait, devenir propriétaire, c'est pas une obligation. Et c'est pas une priorité parce que aussi, c'est un sujet que dans beaucoup de familles, beaucoup de gens, ils se frustrent, ils se disent, et d'ailleurs, ça rebondit super bien sur le sujet de la gestion de patrimoine. Il y en a qui peuvent épargner, ils ne peuvent pas acheter.
parce qu'ils n'ont pas les conditions ou alors ils n'ont pas une situation assez stable. Parce que, par exemple, même certaines fois, certains freelances, ils ont beaucoup de revenus à un moment, ils n'en ont pas à d'autres moments. Et pourtant, ils ont de l'argent, mais ils n'arrivent pas à acheter et ils sont frustrés de ne pas investir. Alors qu'en réalité, grâce à de la gestion de patrimoine qui est du coup accompagnée, éthique, etc., ils peuvent investir, donc capitaliser, avoir du capital et ne pas se frustrer de se dire « j'ai pas quelque chose à moi ». Et donc, c'est une mais ça, c'est un switch. Moi, je parle de switch on régulièrement avec, quand on fait des repas avec des frères, des amis, des freelances. Parce que nous, on nous a éduqués comme ça. C'est-à-dire, on nous a montré un modèle qui était j'en parle régulièrement de ce sujet, mais le CDI, le bac, le CDI, la maison, le petit chien, etc. etc. Le garage, la voiture, etc. Donc, tout quand on parle de publicité autour de nous, tout ça, ça joue dans notre subconscient. Mais moi, en venant à Dubaï, donc ça fait bientôt 4 ans, et ben en parlant avec d'autres cultures, d'autres personnes qui ne sont pas nées dans le même environnement que le mien, ils me disent, mais être propriétaire, c'est pas une obligation, Imran. Bien sûr. Et c'est vrai, mais quand on est en France, on se dit, non, il faut que je sois propriétaire parce que tu calcules le loyer, perte d'argent, etc. Ouais. Mais regarde, aujourd'hui, dans une bonne gestion de patrimoine, et donc ça, vous êtes les mieux à placer pour aider les personnes à se structurer. Mais moi, j'ai trouvé des personnes avec qui on est des amis, donc voilà. Et en gros, tu peux très bien être propriétaire à Dubaï, investir aux Émirats, en prenant l'appartement à 90 000, 100 000, bon là c'est un peu plus cher maintenant, mais voilà, mais tu as des solutions, et ce bien-là va travailler pour toi plus tard. Moi je parle pas de switch, de swipe ou quoi, je parle vraiment d'être rentier. Et voilà, ça te coûtera moins cher, et tu aurais été propriétaire, et basta. Et pour ta retraite, tu auras un truc, parce que c'est comme ça que les gens réfléchissent. Mais tu n'es pas obligé d'avoir ta maison avec tes 5 chambres, avec ton jardin. En fait, il faut juste avoir en fait, effectivement, tu as le rationnel et l'émotionnel. Et en fait, il faut juste essayer effectivement d'avoir le bon équilibre entre les deux. Et souvent, en fait, devenir propriétaire, oui, ça peut être intéressant. Je dirais que dans la majorité des cas, pour les Français qui vivent en France, c'est intéressant, mais pour certains, ça l'est pas. Là, par exemple, du coup, là, je suis de passage à Dubaï, je rencontre quelques clients. Pour eux, je leur ai dit clairement, en fait, vous, là, par rapport à votre situation, ça sert à rien d'acheter votre résidence principale. La RP, c'est pas. En fait, il y en a qui sont propriétaires, mais ils sont pas propriétaires de la résidence principale. Et dans la résidence principale, c'est beaucoup plus émotionnel que rationnel d'ailleurs. C'est ça. C'est comme tu dis, c'est en fait c'est mon accomplissement. J'ai ma résidence principale, j'ai ma maison. J'ai mon ceci, cela. J'ai mon salon. Voilà. Bon, encore une fois, si on fait les calculs sur le rationnel, peut-être que ça va être intéressant, mais c'est pas forcément. Toi, en tout cas, maintenant, avec ton expérience, ton retour d'expérience, aujourd'hui, je suis freelance. Ouais. J'ai pas d'RP, j'ai pas de résidence principale. Oui. J'ai un très beau capital, j'ai 85 000 euros qui sont de côté. J'ai jamais rien investi de ma vie. Et nous, c'est un cas concret. Régulier. On t'appelle, Imran, aide-moi. Ouais. Où je peux investir? J'ai envie d'investir à Dubaï. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Voilà. Ouais. Je m'adresse à toi. En fait, en général, la méthodologie, c'est la suivante. C'est un entretien découverte. Donc, tu vas me dire, voilà, j'ai 100 000. Voici ma famille, c'est ça. J'ai tel projet. Je compte rester à Dubaï. Je compte peut-être revenir en France ou partir ailleurs dans 5, 10 ans, etc. Où je suis en France. Voilà. En tout cas, tu vas me donner tous tes besoins, tous tes objectifs, tes besoins. Et aussi, on va estimer ton profil de risque. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime prendre des risques, qui cherche beaucoup de rentabilité, ou c'est quelqu'un qui est plutôt pépère, plutôt un profil risque averse, prudent? Donc, en fonction de cela, en fait, on construit une stratégie patrimoniale qui va essayer de faire un maximum de choses. Donc, finalement, je ne veux pas te dire faire que ça, que ceci ou que cela. Ou du moins, en général, on va se baser sur deux piliers. La gestion patrimoine, c'est 2 piliers. C'est les stocks, c'est combien tu as. Aujourd'hui, tu as 100 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 100 000? Et ensuite, c'est les flux, c'est combien tu arrives à mettre tous les mois de côté. Et en fait, avec ces 2 piliers, c'est 100 000 euros. Et tu me dis, imaginons que tu arrives à mettre 2 000 euros de côté. Là, on va construire une stratégie patrimoniale où là, on va investir dans de l'immobilier, en direct ou pas, financement immobilier, financement murabaha ou pas, dans du placement action soukouk. On va rajouter la partie enveloppe fiscale. Est-ce que je passe par un contrat d'assurance vie, un plan d'épargne retraite? Est-ce que je vais sur un PEA, etc. Et puis ensuite, tout ce qui est investissement or, tout ce qui va être... exotique. Voilà. Donc au final, tout va dépendre. Après, bien évidemment, si tu as 100 000 euros, on ne va pas faire dès le départ tout. Peut-être qu'on va dire, allez, 100 000 euros, on va le consacrer pour ça. Par exemple, projet d'investissement locatif. Donc, ça va manger peut-être la majorité de ce capital-là. Bien sûr. Mais par contre, avec les 2 000 euros par mois que tu vas avoir de côté, on va faire autre chose. Et à la fin, il faudra toujours garder de toute façon une épargne de précaution. Et ça, c'est en général 3 mois de salaire ou 6 mois de dépenses.
Donc voilà, Ok. si tu gagnes 3 000 euros, Ok. voilà, tu fais 3 fois 3, 9, donc garde 10 000 euros de côté en sécurité, ou alors tu prends 6 mois de dépenses et tu sais que ça, tu touches pas. Ce sera un compte courant non rémunéré. Le reste, l'excédent, investis-le. Dès lors que tu as des projets long terme. Et donc ça, cet accompagnement, parce que je pense qu'il y a énormément de freelances qui n'ont pas cette info. Donc aujourd'hui, on peut te contacter toi via AWA pour ce genre Et selon d'audit et de la conseils. typologie, Voilà, toi, tu vas les envoyer. Ouais, c'est ça. Alors, avec ouais. Athletics, du coup, on a cette segmentation qui sont C'est en fait vrai, les c'est patrimoines vrai. de Oui, 500 000 c'est euros vrai. et plus. Et donc, juste pour finir, peut-être l'historique avec 570. Ouais. Moi, j'ai intégré 570 en 2015. Et puis, en fait, en 2018, on a commencé à lancer les premières solutions d'épargne conformes à l'éthique musulmane. Ok. Donc, 2018, 2019, 2020. En fait, ça s'est enchaîné année après année. Il y a eu des nouvelles solutions qui ont été mises en place sur le marché. Tu peux en citer quelques-unes? Une SCPI, donc c'est un fonds immobilier où on peut investir dans le domaine de la santé et l'éducation. On a du coup un contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois, un contrat d'assurance vie de droit français. Bon, contrat d'assurance vie, quand on entend ça, il dit mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il y a quoi d'islamique dans tout ça? Donc un contrat d'assurance vie en demande, c'est un placement financier. On a supprimé la partie assurance décès, il n'y a pas d'assurance décès, et en fait on profite d'avantages fiscaux. Pour résumer, c'est ça. En fait, c'est une Une enveloppe. fameuse 8 ans, ça à peu près. Ouais, et encore, si t'es par exemple résident ici à l'étranger, à Dubaï, tu payes pas d'impôts, en fait, t'es même pas concerné par les 8 ans. Tu peux placer à travers notre contrat d'assurance vie. Ouais. Si au bout de 2 ans, tu fais des gains et que tu veux les récupérer, les gains, ils seront pas soumis à l'imposition parce qu'à Dubaï, tu payes pas. Okay. Et aussi, sur le contrat d'assurance vie du coup éthique, ce qu'il y a d'éthique, c'est aussi la clause bénéficiaire qui peut respecter l'héritage. Ouais, super important. L'héritage, souvent un sujet délaissé. Ouais. Or, c'est tellement important parce que ça concerne déjà tout le monde. Exact. Ouais. Et en plus, ça fait partie des rares sujets où il y a très peu de divergences parmi les savants parce qu'il y a toutes les règles, en tout cas, une grande partie des règles qui sont citées dans le Coran. Et en fait, dans le contrat d'assurance vie ou dans le plan d'épargne retraite, en fait, on a une sorte de mini-testament. C'est-à-dire qu'on dit qu'en cas de décès, je veux que les fonds qui sont sur ce contrat-là soient transmis à mes héritiers. Et là, on peut mettre les héritiers selon le droit musulman. Petite anecdote de café crème de l'écosystème. Il y a l'associé d'Imran, Ibrahim Soko, qui toutes les semaines, il envoie un message écrivez votre testament. Écrivez, parce qu'il est vraiment très très connecté sur ça. Écrivez votre testament et il fait des messages WhatsApp. Il y avait une app qui s'appelait e-testament, je sais pas si c'est encore là. Je sais pas. En tout cas, là, juste tout à l'heure, je rédigeais un modèle testament pour mes clients. Et effectivement, il a raison. Pourquoi? Parce qu'en fait, le testament, le statut de base, c'est qu'il est recommandé. Mais il devient obligatoire dès lors qu'on porte atteinte aux droits d'autrui. Et en fait, en France, on porte atteinte aux droits d'autrui, entre guillemets, dans le sens où, dès lors que tu as des dettes, il y a un risque de porter atteinte aux droits d'autrui, donc il devient obligatoire le testament. Dès lors que la répartition ne se fait pas selon le droit musulman, en fait, on risque de porter atteinte à autrui, et donc il faut rédiger un testament obligatoirement. Et donc c'est super important. Et en plus c'est facile. Le b.a.-ba du testament, c'est une feuille blanche, t'écris au stylo, tu signes, tu dates, soit tu le laisses dans ton tiroir, ça c'est le minimum. Et après, si on veut vraiment faites-le les gars. Voilà. Faites-le, c'est un bon truc. Et en plus, encore plus les entrepreneurs qui ont des associés, etc. et qui doivent réfléchir. Non, c'est vraiment dans la fast life d'aujourd'hui, il faut prendre le temps de faire ça. Parce que moi, à chaque fois que je prends l'avion, c'est à chaque fois que je prends l'avion. On a du temps, on a mode avion, on n'a pas internet. Et que l'avion va décoller, et je me dis, ok, ça je l'ai fait ou pas? Ça je l'ai fait ou pas? Tu vois, parce que je me dis, on sait jamais ce qui peut. Dans l'avion, t'es hors du sol, donc il y a plus de sécurité là. Donc à chaque fois, c'est la réflexion que j'ai. Est-ce que j'ai donné mes codes bancaires? Et si, et ça, et machin, et truc, et le testament, est-ce que tout est prêt? Tu vois, parce que là, t'es proche de la mort dans l'avion. Hein, même si ça. Voilà. Et franchement, juste l'exercice de rédiger le testament, c'est un rappel puissant. Franchement, tu te poses, tu écris ton testament. Et en fait, parce que dans le testament sur lequel on accompagne, en fait, la partie héritage, en fait, c'est juste. Ça prend peut-être 20% du testament. Tout le reste du testament, 80% du testament, on va parler de quoi? En fait, on va parler de la janaza. S'assurer que, en fait, si tu décèdes auprès de personnes qui ne te connaissent pas ou qui ne sont pas musulmanes, etc., qu'ils sachent que tu es musulman, que tu veux être enterré dans tel et tel lieu, que tu ne veux pas être incinéré, que tu ne veux pas qu'on te prélève tes organes, que si toi et ton épouse décèdent, que vous laissez des enfants mineurs, qu'ils ne soient pas placés dans une famille d'accueil qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous, etc., etc. En fait, le testament, on va indiquer plein de choses. Les dettes religieuses. Imaginons, j'ai été malade pendant 1 an. J'ai pas pu jeûner mes jours de Ramadan. Du coup, ça, il faut le mettre dans le testament. Dire que voilà, si je viens à être dans cette situation, je suis dans mon lit, je peux pas faire j'ai pas ma tête ou je ne sais quoi. En fait, il faut payer une compensation pour les jours de Ramadan qu'on a pas fait. Zakat el-Mel. En fait, il y a plein de sujets. Et en fait, quand tu le rédiges comme ça, tu dis ah ouais, en fait,
En fait, tu te remets à la place. Le temps tourne. Ouais. Les choses se passent C'est et il ça. faut que moi je fasse mes. Parce que tu dis souvent, tu sais, en gros, pour perfectionner ta prière, il faut la faire comme si c'était ta dernière. Mais Ouais. c'est dur de se visualiser. Ouais. C'est vrai que Franchement, l'écriture du testament, c'est un exercice. Ouais, c'est sûr, ouais. même le Ouais. fait de le dire, dans tous les cas, quand tu prends une feuille, un stylo, tout de suite, il y a une connexion entre ton Ouais. cerveau, ton L'œil ouïe, et puis tout. le toucher. Ouais, Il y a- c'est vrai. c'est un. Le feuille stylo, Le feuille stylo, c'est la base. On ne dit pas Mais qu'il c'est faut vrai pas qu'il faut le utiliser faire. Apple D'ailleurs, Notes. il y a un savant qui disait quand tu commences à avoir des poils blancs, rappelle-toi que la mort est proche de toi. Tu vois. Ah, non, c'est pas mal. Ouais. Moi, je l'ai j'ai vu Imran, il avait une barbe noire. Ouais, Tous les ans, je vois ça blanchir. Mais ça, je pense que pour un poil noir arraché, pour un poil blanc arraché, t'as 10 poils blancs qui poussent autour. Donc, c'est la solution. Et du coup, alors, AWA, les questions qui reviennent, qui sont revenues lorsqu'on a présenté des mix, c'est quelle est aujourd'hui votre, votre fréquence de présentation des projets à une communauté? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y a un membership? Comment je fais pour avoir être connecté à WA? Ah ouais. Alors, par rapport à cela, en fait, juste peut-être finir comme ça sur l'historique, comme Oui, ça, bien sûr, ça bien sera sûr. clair pour tout le monde. Donc, comme je disais, en fait, avec 570, on a lancé plusieurs solutions. En fait, en 2020, on a créé une marque. C'est là Connexcap Patrimoine. Connexcap Patrimoine. En fait, on a lancé une marque de gestion de patrimoine où en fait, on s'adressait à tous ceux qui avaient soit 10 000 euros de revenus par mois, soit au moins 100 000 euros de capital d'épargne financière. Et en fait, de 2020 à 2023, donc c'est pendant 4 ans, en fait, on a été submergé de demandes. Ah oui, C'était d'accord. incroyable. En fait, c'est ça que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, machallah, on a une communauté qui a de l'argent, a du patrimoine et a besoin d'être accompagnée sur ça. Et qui n'a pas les connaissances de ce que c'est un PER. Moi, du coup, avec les consultants, on leur dit vous avez un gros avis d'imposition, vous avez laissé dormir de l'argent sur vos comptes courants, alors que vous avez l'option PER, par exemple, qui, même si ils se disent ouais, l'argent il est bloqué jusqu'à la retraite, tu défiscalises quand même. Et ça, vous l'avez proposé. On a travaillé ensemble d'ailleurs avec Connexcap Patrimoine. Donc, c'était. On travaille toujours avec. Ouais, on travaille toujours. Ouais, toujours. Ouais, régulièrement. Prenez des rendez-vous, les gars. On l'a dit plusieurs fois. Et du coup, en fait, pendant ces 3 années-là, en fait, on a eu tellement de demandes qu'on s'est dit, en fait, il y a vraiment un gros besoin. Et en fait, l'idée, c'est que si tu veux faire de la qualité, tu peux pas faire de la quantité. Et donc, on s'est dit, OK, on va en fait créer un pôle, on va créer une entité juridique dédiée. Et en fait, ce qui nous a étonné pendant ces 3-4 années, en fait, c'est qu'on a eu des clients qu'on ne visait même pas, qui sont venus à nous, parce qu'on avait en gros des chefs d'entreprise, des cadres sup, des médecins, des professions libérales, etc. et des sportifs de haut niveau. Et ça, en fait, à la base, on ne les ciblait pas forcément. Et quand on s'est rendu compte de la situation catastrophique dans lesquelles sont les sportifs de haut niveau, on s'est rendu compte que les chefs d'entreprise, parfois, ils avaient la même trajectoire, les personnalités publiques, la même trajectoire. Pourquoi ? Parce que quand tu es sportif de haut niveau, ta carrière, elle est très courte. C'est 10 ans, 15 ans dans le meilleur des mondes. Et en fait, souvent, c'est quoi ? Tu as des revenus qui explosent, mais d'un coup, ça part. Et en fait, donc, tu dois faire ce que les autres gens font, mais en peu de temps. En 3 fois plus vite. Ouais. 3 fois plus vite. Et un chef d'entreprise, c'est la même chose. Il y a une incertitude. C'est-à-dire que tu peux être dans ton business, alhamdoulilah, ça fonctionne bien, etc. Mais si tu mets pas de côté, si tu distingues pas l'entrepreneuriat de l'investissement patrimonial, en fait, tu peux vite te perdre. Si par exemple, tu dis, voilà, j'ai un business, alhamdoulilah, j'ai fait x3, du coup, je vais mettre all-in sur ce business-là, etc. Ouais. En fait, tu sécurises rien. C'est-à-dire qu'à tout moment, si qadarallah, tu décèdes, qadarallah, tu tombes malade, ou alors le business se retourne, en fait, tout ce que tu as fait comme sacrifice, parce que c'est des sacrifices, tu peux les perdre. La gestion de patrimoine, ça vient justement pour capitaliser sur ce que tu as fait, mettre de côté et faire en sorte que si demain, l'aventure s'arrête d'un point de vue professionnel, que l'aventure patrimoniale continue, parce que tu auras réussi à mettre de l'argent de côté qui vont te générer une rente passive et qui est conforme au droit musulman. J'ai beaucoup de cas de consultants que j'ai conseillés. En fait, ils ont le modèle classique où en fait, c'est des informaticiens. Ils ont un tarif journalier, ils ont un TJM, ils gagnent un chiffre d'affaires. Ensuite, ils créent une société pour leur propre activité, donc c'est des freelances. Et à travers leur société, ils ont développé une activité. Donc, du coup, ils ont leur revenu qui est dans la même société avec l'activité qui commence à grossir. Et moi, le premier conseil que je donne, dès que leur activité aide à alimenter le business. Mais une fois que cette activité elle a fini de se rémunérer et qu'il n'y a pas de besoin de trésorerie, la première chose que je dis, c'est de séparer ses revenus perso du business. Barakallah fik, exactement. En fait, ce qui est très dur avec, en tout cas, les chefs d'entreprise, ceux qui sont dans le business, c'est qu'ils vont mélanger effectivement, encore une fois, entreprendre, où on prend beaucoup de risques, et investir, où en fait, on va prendre des risques maîtrisés. Quand tu es businessman, en général, tu as une activité, en fait, c'est ce qui va te rapporter le plus.
une heure passée dans ton business, Ouais. c'est ce qui va te rapporter le plus. Donc, tu vas jamais avoir la même chose en investissant. C'est pour ça que les gens qui veulent aller sur de la crypto, en fait, ils pensent en fait que la crypto va leur sauver. Enfin, ceux qui vont mettre 100%, c'est qu'ils pensent que la crypto potentiellement va les sauver et vont permettre d'avoir des revenus supérieurs à leur activité professionnelle. Si tu penses comme ça, c'est mauvais. Ton activité, ton savoir-faire, ton talent, c'est ce qui te rapporte le plus, même en tant que salarié parfois. Chef d'entreprise en général, ça rapporte plus quand même. Et Ouais. donc, donc, en général, tu vas faire quoi? En général, souvent, quand tu es chef d'entreprise, tu vas te concentrer sur l'activité la plus rentable. Alors qu'en gestion de patrimoine, non, tu vas viser la diversification. Tu vas pas mettre tous tes oui. œufs dans le même panier. Exact, ouais. Quand tu es chef d'entreprise, souvent, tu as des horizons de temps qui sont pas forcément aussi longs. Toi, tu as un cycle économique, parfois c'est des saisons, parfois c'est 1 an, 2 ans. Alors que quand tu es en gestion de patrimoine, tu vas regarder sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. En fait, c'est deux mondes différents. Ouais, c'est deux mondes Et différents. en fait, se dire que à chaque fois que je gagne de l'argent, je mets 100% encore dans du business, c'est prendre un risque énorme. Soit tu peux effectivement réussir et faire x100, et donc là, effectivement, avoir des millions et devenir millionnaire. Soit par contre, tu peux sortir avec beaucoup de pertes et tous les Et sacrifices. surtout beaucoup de stress parce qu'on met tout dans enfin, Bien sûr. all-in, quoi. Bien sûr. C'est très, très, Bien sûr. très stressant. Et dans la gestion de patrimoine, il y a un rôle un peu de sécurisation. Bon père de famille. Ouais, En fait, c'est ça. c'est bon. En fait, voilà, c'est ma famille. Je protège moi, ma famille. J'essaye de mettre de côté. Mm. En plus, je le fais dans des projets qui sont éthiques. C'est-à-dire que au-delà de l'argent, en fait, en mettant aussi la bonne nia, la bonne intention, tu as un impact positif sur la société. Quand tu contribues, par exemple, à des projets comme Nemix, par exemple, en fait, c'est le fondateur, il veut pas recourir au prêt intérêt. On est sur un projet innovant. On va avoir un impact positif sur l'environnement, sur des emplois, etc. Donc, au-delà de l'aspect purement financier, Bien sûr. etc., tu as un impact énorme. Ça va avoir un impact énorme. Donc, si tu mets la C'est de la bonne IA, création, ouais, c'est de la création de valeur. Exactement. Ouais, c'est participer à l'économie, en fait, directement. c'est ça, ouais. c'est ça. Et il y a un truc aussi, un rendement, un gain qui, aujourd'hui, qu'on oublie souvent et en fait, qui est le plus puissant, c'est la baraka. La Ouais. baraka. Clair, bien La sûr. baraka. C'est-à-dire que, OK, tu veux aller sur ça te coûte peut-être un peu plus cher de passer par un financement Murabaha. En général, un financement Murabaha, par exemple, ça coûte 10% de plus que financement classique. Donc, en gros, si tu payes 1 000 € dans un crédit classique, tu vas payer 1 100 € dans le financement Murabaha. Tu veux vraiment acheter? On a dit que c'était pas une obligation. Tu veux Ouais. vraiment acheter? Ne va pas vers un crédit bancaire. Fais au moins un financement Murabaha, fais les efforts et au moins tu auras la Bien baraka sûr, d'Allah ouais, Azza wa Jal. En plus, on peut pas mesurer cet Tu ne mesures avec le impact-là. temps. Exactement. Avec le temps Et- ou avec les. En plus, les c'est l'histoire, choses quand on parlait des On en histoires a des gens qui ont parlé, fait des ouais. crédits et qui qui ont perdu ont tout Ah perdu. ouais, le bénéfice Parce de. que parce que ça peut être un problème d'argent que tu peux avoir, ça Mm. peut être un problème de santé, ça peut être un Santé. problème familial, ça peut être un problème même dans ton bien-être, tu vois, Et dans c'est ta même dans le même, spiritualité. et ça peut être du perso, ça peut être même dans le business. Dans le business, comme tu parlais de Nemix, Exactement. Fawzi, on le connaît très bien, c'est un ami. Il n'a pas eu recours aux banques. usuraires. Donc, il faut soutenir ce genre de Exactement. business. Et nous, pareil, aujourd'hui, si on tient, ça fait 8 ans qu'on est là. Alhamdoulilah, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a jamais eu recours Il n'y a pas un euro à la qui- banque. Ouais. Et c'est que nos fonds propres, c'est que nos trésoreries. Des fois, c'est très, très dur. Bien sûr, c'est dur. Et voilà, donc Ouais. les gens, ils comprennent c'est pas dur. ça. Pourquoi on préfère avoir une croissance comme ça, Mm. mais que comme ça. Oui. Tu vois? Parce que la baraka va être sur le long terme. Et comme tu dis, c'est une vision. Il faut avoir une vision sur 10 ans. Là, la dernière fois, on a fait avec le public, hein. Et on a fait une vision. En fait, il faut faire comme les pays arabes, dans le Ouais. Middle East. Ils sont dans le Ils ont futur, une les mecs. vision, Ils ont un une vision sur target. 2030, 2035. Mais pourquoi aussi loin? Parce qu'il faut voir aussi loin. Bien sûr. On n'est pas dans une démocratie où tous les 3-4 ans, la vision va changer. Là, tu as une vision sur 5 ans et tu sais où le pays va aller et tu sais comment ils vont faire les La efforts direction, ouais. pour aller à cet objectif-là. Et puis Mhm. après, ils vont remettre 5 ans, et puis ils vont remettre 5 ans, etc. Et c'est exactement la même chose qu'on doit faire dans notre business ou dans la gestion de patrimoine, tu vois. Il y a, Et- il y a un sujet aussi, c'est inspirer des gens. Parce que avec Awa, c'est que, par exemple, quand on voit des entrepreneurs comme Fawzi pour Namix, nous, on a fait une vidéo avec lui et c'est un des rôles qu'on a sur le format qu'on a, c'est le format 24 heures. En fait, on tourne avec des entrepreneurs de renom ou des entrepreneurs qui ont des histoires un peu atypiques. On a tourné aussi avec Made in Touch, qui est un entrepreneur qui s'occupe de médicaliser des événements sportifs et des tournages. Ok, c'est des musulmans de conviction, mais surtout, c'est que leur façon de contribuer à la société à travers leur business, le fait de venir investir dedans
ok, on cherche à gagner des sous parce qu'il y a un multiple, il y a Ouais. l'aspect private equity, mais l'autre aspect, c'est que c'est inspirant parce que Exactement. derrière, peut-être quelqu'un va écouter ce podcast, c'est le futur Fawzi, il va nous sortir une fusée à hydrogène ou un Exactement. autre projet et Il y a énormément, et il y a énormément de projets de start-up qui sont Ouais. lancés aujourd'hui par, on est contacté tous les jours. la génération, voilà, Ma génération. notre génération, la génération d'avant, etc. Et pour revenir à la question que je te posais tout à l'heure, c'est comment aujourd'hui vous arrivez à sélectionner les projets, Ouais. proposer les projets et où on les suit. Ouais. Bah, du coup, l'objectif justement d'Athlétique, ça a été justement de dire, OK, là, on crée une entité juridique dédiée. Ouais. Du coup, il y a toujours un lien capitalistique avec 570 Easy. Et en fait, on va se concentrer du coup sur une clientèle, on va dire, un peu plus privée. Mais l'objectif, c'est que finalement, quand tu prends une clientèle qui a un certain niveau de patrimoine, l'objectif, c'est pas d'avoir beaucoup de clients, mais c'est de faire beaucoup avec eux. Et donc là, on s'est dit, OK, aujourd'hui, ce qu'il faudrait développer, c'est notamment la partie private equity. Donc, c'est quelque chose qu'on faisait pas, en fait, avant, qu'on a commencé. Et souvent, c'est une histoire d'opportunité. Private equity, c'est très dur de prévoir à l'avance, mais l'idée, c'est de se dire, voilà, on a aujourd'hui de plus en plus de projets innovants. Comme tu disais, il y a une évolution, en fait, dans la démographie, entre guillemets, musulmane. C'est qu'il y a quelques années, en fait, les seuls commerces qu'on avait, c'était quoi? C'était le hanout, le petit hanout, l'épicerie. Après, c'était le kebab, le grec et le coiffeur. Alors, c'est des métiers nobles et alhamdoulilah, en plus, c'est Et ça des continue, tant mieux. activités, bien sûr, Ça des activités continue, rentables, etc. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a aussi une évolution où, en fait, on va avoir de plus en plus de projets innovants, où on va avoir des projets qui vont avoir un impact positif sur la société, etc. Et ça, c'est des projets qui ont besoin d'être soutenus. Je donne un exemple juste, par exemple, des fois, on compare les indices boursiers entre la France et les États-Unis. En fait, quand tu regardes l'indice boursier, le CAC 40 français, en fait, quand tu regardes en fait qui sont les 40 plus grandes valeurs, ils ont quasiment pas bougé en je sais pas combien d'années. Ouais. Quand tu regardes en fait les indices boursiers américains, en fait, tu as des sociétés, ils n'existaient même pas il y a 10 ans. Ouais. Et en fait, là, eux, ils vont capitaliser je ne sais pas combien. En fait, il y a beaucoup d'innovation et je trouve qu'on manque un peu, en tout cas, on n'a pas forcément ce mindset à 100% d'innovation en France et encore moins d'éducation financière. Et même les talents français en général qui réussissent, qui sortent des licornes, ils sont même plus en France. Ils sont soit aux États-Unis. Ici, j'en croise beaucoup des talents, des jeunes qui lancent des boîtes qui explosent. Mais du coup, en fait, la France, c'est un problème, je pense aussi de mindset, comme tu dis. C'est structurel, en fait. Structuré, ouais. En fait, on nous pousse on à a faire peur aussi, niveau fiscal, Ouais. on se dit toujours, on a la pression fiscale, alors que pas forcément, parce qu'il y a des solutions tu vois, il y a des solutions pour tout. Mais sauf que, comme on sait pas et qu'on nous rabâche, c'est ça. que fiscalement, tu vas te faire attaquer ici, 33%, la flat tax qui augmente encore de 3%, etc., etc. Éducation financière, c'est ça. Ouais, là, nous, de manière générale, les Français, tous confondus, en fait, on a une éducation financière beaucoup moins élevée, beaucoup moins importante que dans d'autres pays anglo-saxons. Exactement. Ouais, c'est l'investissement. Et la prise de risque, en fait, elle est pas la même. C'est ça. Rien que comment le monde du travail il est fait aussi, parce que on nous montre les évolutions de salaire, elles sont minimes. Nous, on pousse beaucoup les gens à passer de CDI à freelance, mais ceux qui sont dans des entreprises, même cadres, ils ont fait des belles études, ils ont des toutes petites évolutions. Ouais. Et du coup, même dans cette façon de concevoir l'évolution financière et patrimoniale, ils vont se dire, ouais, mais comme je vais évoluer que de 1%, 1%, 1%, je vais jamais atteindre 1 million. Ouais. Par exemple, on dit, ouais, je veux atteindre le million, mais si tu construis pas ce qui va autour, c'est très, très compliqué de penser comme ça. Ouais. Bon, et c'est exactement ça. Là, par exemple, un exemple, une statistique assez parlante, c'est qu'en France, en fait, on dit qu'il vaut mieux hériter que mériter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu veux atteindre le million, entre guillemets, avec ton travail, malheureusement, tu n'as pas beaucoup de chance. Donc, il ne faut pas décourager les gens de travailler, il faut travailler, être salarié etc. et millionnaire, c'est et en fait, c'est très dur. C'est très dur. Aujourd'hui, pourquoi ? Parce que quand tu regardes le patrimoine des Français, en fait, 60% du patrimoine, il vient d'où ? Il vient de l'héritage. Plus de 60% vient de l'héritage. Et en fait, il faut beaucoup plus de temps. Il faut au moins, aujourd'hui, il faut 2 fois plus de temps qu'avant pour justement passer un cap de génération en génération en matière de patrimoine. Ça, c'est malheureux. C'est en tout cas c'est les statistiques. C'est pour ça qu'en fait, on considère qu'il y a des générations qui sacrifient un peu. Par exemple, les parents, ils vont travailler pour que leurs enfants aient quelque chose d'un petit peu plus noble, un petit peu plus conséquent que ce qu'eux avaient, quoi.
Ouais, exactement. Et donc, du coup, soutenir ce type de projet, effectivement, c'est le travail de Awa, où en fait, on va essayer de sourcer justement ces projets-là innovants. Vous avez des analystes, Ouais, c'est Tara, par exemple, qui est en charge de la partie venture capital et private equity, avec bien évidemment Amin Naïd Daoud qui est en supervision et qui va justement, où on va justement sourcer des deals. On va faire toute la due diligence imaginable et possible pour s'assurer que le projet il est viable, que le business plan il est solide, qu'au niveau de la partie éthique aussi, on partage les mêmes valeurs avec le dirigeant, le CEO, etc. Founder, ouais. Et une fois qu'on a passé tout cela, à ce moment-là, effectivement, on le propose. Et en fait, ça a un double impact pour nous parce que, ça permet de soutenir un projet et donc de permettre à quelqu'un, un entrepreneur, un porteur de projet, de faire avancer son projet. Et 2, ça permet pour nous, à nos clients, justement, d'avoir des deals exclusifs dans la partie, justement, diversification de leur patrimoine. Et ça, voilà, on gagne sur les deux tableaux. Et là, alhamdoulilah, depuis, on a commencé, comme je disais, mais ça fait même pas 1 an, avec cette activité. Et on a déjà, en fait, contribué à 3 ou 4 projets, dont Nemix. Et on a dû même refuser certains, parce qu'en fait, il fallait choisir, il y avait des priorités, etc. Mais alhamdoulilah, et ça... Est-ce qu'on a une valeur en millions d'euros levés, par exemple, en private equity? Chez Awa? Ouais, chez Awa. Depuis avril 2024. Alors, j'ai pas tous les chiffres, mais alors, par exemple, le projet, c'est d'atteindre, je pense qu'on va être entre 5 et 6 millions d'ici peut-être la fin de l'année ou début d'année prochaine. Ok. Très bien. 5-6 millions en presque moins d'1 an, quoi. Ouais, c'est la target. Incroyable. C'est incroyable. Et à la base, c'était même pas la target. Hein. Ouais. À la base, on avait visé le private equity, même pas pour cette année. On avait prévu pour dans 2-3 ans, voire plus. Qu'est-ce qui vous a poussé du coup la demande? En fait, c'est les opportunités. C'est-à-dire qu'au final, en fait, on fait ses plans. Alors, Zodjal, il fait ses plans aussi. Et en fait, on a eu des opportunités assez uniques en fait, qui se sont présentées. Et on s'est dit, là, il faut vraiment se positionner. Aujourd'hui, Awa, l'idée d'Awa dans les développements de produits, ça a été le private equity. C'est l'immobilier aussi. Aujourd'hui, ça veut dire que on va faire quoi? On va faire de la chasse immobilière pour nos clients. On va chasser des biens immobiliers, faire l'analyse de rentabilité, ensuite leur proposer de les accompagner sur les travaux, le mettre en location, etc. D'accord, ouais, ça, on le faisait pas. Voilà. En fait, on fait du clé en main. Mais c'est de la conciergerie. Mais ça, c'est du ultra personnalisé, du coup. C'est ça. C'est pas... C'est ça. Voilà. C'est quelqu'un qui c'est exemple un joueur de foot qui vient vous voir, qui vous demande expressément j'ai tant, je veux. Voilà. Toi, par exemple, tu viens, tu me dis voilà, moi je te dis voilà, moi je te construis une stratégie patrimoniale, tu me dis voilà, tu as 100 000, 2 000 euros par mois, un exemple. Hein. Je te dis écoute, Imran, ce qui serait intéressant de faire, c'est de consacrer par exemple X sur un apport pour acquérir un bien immobilier de 300 000 euros. Ok, une fois que je t'ai dit ça, toi, tu vas faire quoi? Toi, tu travailles, c'est peut-être pas ton métier, ou alors t'as pas envie de prendre du temps sur ça, ou tu connais pas. Donc, du coup, nous, on va te dire, ok, nous, en fait, on va te proposer là, dans 1 mois, 2 mois, 3, 4 propositions intéressantes. Et donc, nous, on va venir, on va chercher avec nos équipes, etc. Okay. On dit, voilà, là, on a tel projet, voici les avantages, voici les inconvénients, voici la rentabilité, voici ce que tu peux espérer, tel et tel projet, etc. Et c'est ce qu'on a fait là, alhamdoulilah. On a fait un gros deal sur une transaction immobilière à Paris, Paris 11e arrondissement. C'est un immeuble de 4 étages de à peu près 6 millions d'euros. Et en fait, on s'est positionné dessus, on a racheté l'ensemble de l'immeuble. Quand on dit on, en fait, c'est avec nos clients. En fait, on a positionné des clients dessus. Okay. Et en fait, on a réussi à avoir un prix au mètre carré qui est extrêmement compétitif. Normalement, le prix là-bas, c'est 10 000 euros du mètre carré. Là, on va l'avoir à 7 500 euros du mètre carré. On va faire 1 500 euros de travaux du mètre carré. Donc, ça va revenir à 9 000 euros du mètre carré. Donc, 10% de moins que le marché, mais pour un bien qui va être 100% neuf, avec un DPE exceptionnel pour Paris, avec super bien situé, etc. Ça, voilà, ça c'est un super gros projet qu'on faisait pas avant. Ok, donc ça veut dire en plus, ça veut dire même dans l'offre que vous proposez, elle est évolutive. Exactement. Ouais, mais du coup, comment on fait pour devenir membre? Et donc, en fait, après, c'est juste prendre rendez-vous, Inch'Allah. Ah, on prend rendez-vous, d'accord. Ouais, prendre rendez-vous avec moi. Donc, si vous rentrez, Inch'Allah, dans cette segmentation-là, donc, si vous avez 500 000 euros de patrimoine en plus de votre résidence principale, à ce moment-là, un rendez-vous, c'est un entretien découverte gratuit. Et à ce moment-là, justement, on discute en fait de votre situation, de vos projets. Et ça me permet comme ça, après, derrière, de vous proposer une stratégie patrimoniale. Voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, que ce soit sur les sujets d'investissement, de placement, de fiscalité, de structuration. Est-ce que je crée une holding? Est-ce que je crée une SCI, etc. Et surtout, héritage, testament,
zakat, tout ça en fait. Tous les sujets sont balayés et traités sous l'angle islamique. Exactement, éthique, ouais. exactement. Mais en plus, ce que j'avais bien aimé, ça c'est très important, c'est que quand on avait des personnes qui étaient intéressées pour investir dans le private equity, donc du coup, si on rappelle la pyramide patrimoniale, c'est entre guillemets la fin, c'est les choses les plus risquées. Ouais, Donc ouais. et du coup, il y a des gens dans notre entourage qui nous ont sollicité, qu'après on vous avait envoyé. Et ils avaient envie d'investir des 50 000, des 100 000, mais d'abord, ils reçoivent un rendez-vous C'est pour ça. faire une analyse, Voilà. parce qu'il y en a qui sont un peu fous, quoi. Ils Ouais. vont- ils vont- Un exemple, tu vois, par exemple, là, on a eu sur l'un de nos joueurs. En fait, il est tombé amoureux du projet, d'un des projets qu'on a proposé, notamment Nemix. Mm. Il m'a dit, parfait, je mets 1 million. Je me dis, ok, on a dit minute papillon. Ok, tu veux mettre 1 million, mais attends, on va se poser. Regarde, c'est quoi la stratégie patrimoniale qu'on avait prévue ensemble. Là, aujourd'hui, sur un projet comme cela, nous, ce qu'on te conseille, et après, on lui a dit, on te conseille en fait de mettre 400 000. En fait, il est tombé amoureux du projet. Donc, certes, il y a la partie rationnelle, il y a la partie aussi émotionnelle en fait qui joue beaucoup. Ben oui. Et en fait, Et le FOMO aussi. Et nous, on est là en Ouais. fait juste pour cadrer. À chaque fois, il nous dit, bon, Bardet, tu me limites un peu trop là, à chaque fois. Ouais. Non, mais en fait, non, c'est pour ton bien. C'est là, tu peux pas mettre 1 million sur un seul projet. Eh oui. Non. Le private equity, tout ce qui est or, etc., c'est 5 à 15%. Allez, si t'es fou, 20% de ton patrimoine. Mais dedans, après, tu vas diversifier. Tu vas avoir plusieurs investissements, etc., plusieurs actifs, plusieurs sociétés et autres. Donc ça, c'est notre rôle. On a un devoir de conseil. En fait, c'est une profession réglementée. Comme on disait, on revient à tout à l'heure, c'est pas n'importe qui peut s'improviser conseiller en gestion de patrimoine. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est une profession réglementée et nous-mêmes, demain, si on donne un mauvais conseil, on a des comptes à rendre. Donc l'objectif, c'est vraiment en fait d'avoir une vision 360 degrés. En général, on dit que le conseiller en gestion de patrimoine, c'est un peu le médecin de famille du patrimoine. C'est-à-dire que voilà, on va avoir une vision 360 degrés sur plein de sujets. Et puis parfois, par exemple, on peut avoir aussi des sujets qu'on ne va pas maîtriser. Par exemple, un client qui a une structuration fiscale extrêmement compliquée, Oui. etc. À ce moment-là, on va dire, OK, nous, on ne sait pas faire ça. Il faut- Par contre, il faut aller voir, on a ouais. un avocat fiscaliste avec qui on travaille, et du coup, on peut l'intégrer. Et du coup, si tu es OK, on travaille avec cet avocat Très fiscaliste. bien, ouais. Il y a une facturation, etc. Mais au moins, on a les partenaires qui, voilà, on sait ce qu'on sait faire. Alhamdoulilah, on peut faire beaucoup, et on connaît aussi nos limites. Mais par contre, on a les partenaires avec qui on peut travailler. Ok, très En bien. tout cas, c'est très clair, Bagdad. Et on Très arrive à la efficace. fin. En tout cas, on te remercie pour le temps que tu as passé avec nous et les réponses apportées, parce que je pense que la question de l'investissement, la gestion de patrimoine, c'est quelque chose qui revient régulièrement Ouais. parmi nos consultants et même parmi Parmi les personnes Français, qu'on a autour les de gens, nous. les musulmans en général, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a très peu d'infos clair. claires dans les réseaux, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans l'ère du réseau, dans l'ère de la vidéo. Donc, c'est important ce genre d'échange-là pour, promouvoir ce que Awa fait. 2, mettre une tête aussi sur les personnes qui sont derrière. Amine, on s'était vu, je crois, il y a 6 mois au café à Dubaï. Et après, on n'a pas eu le temps de se revoir, mais voilà, aujourd'hui, toi, t'es là. Donc, merci pour ton temps. Et le Voilà, mot classique. aussi de montrer que dans la communauté, il y a des gens qui font. Et Et ça, des doueurs. il y a des vrais doueurs, parce que il y a plein de gens qui disent ouais, mais il y a pas ci, il y a pas ça. Ouais, ouais. Là, quand on regarde, Ouais. il y a du vrai travail. Il y a malheureusement ceux qui parlent, Ouais. et parfois en plus ils creusent même pas le sujet, ils parlent Ouais. sans connaissance de cause. Mm. Et il y en a qui font. Certes, ceux qui font, peut-être qu'on sera pas parfait à 100%, Ouais. mais si on arrive à faire 80-90%, c'est. Et c'est qu'une étape, hein. Comme je dis, dans chaque solution, t'as toujours celui qui y va en premier, et t'as les autres qui regardent, et après, hop, ils vont tous Ouais, arriver. Et c'est pas une Donc, mauvaise chose. Et Ouais, c'est non, pas une c'est mauvaise bien, chose. c'est Même bien. dans le domaine à nous, c'est comme Ouais. ça. Dans le portage, on a été les premiers. Ouais. Voilà. Et puis après, t'as les gens qui regardent, c'est comment, et ils arrivent, tu vois. Et comme toi, le- il faut que par contre, toi, t'arrives avec tes process bien carrés, bien robustes, fidèles à toi-même, éthiques, et normalement, tu prends tout le marché. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais les autres vont faire que copier. Mais bon, en tout cas, En tout cas, on En tout cas, cherche c'est la baraka un- aussi. c'est un vrai plaisir. D'ailleurs, plaisir. les consultants qui passent par la solution Worker, je crois, Workers pour ils ont Connect déjà eu Stop, affaire ouais. à Bagdad, mais n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour le Perrin
notamment. Pour le plan épargne retraite individuel, ouais, le PER. Qui était la solution pour notamment... aider la défiscalisation, Exactement. la gestion active de leur patrimoine aussi. D'ailleurs, en plus, après, il y en a d'autres qui sont allés un peu plus loin Avec sur, la la- partie, très bien. sur la partie IMO et tout. Bah, allez-y, hein, prenez rendez-vous. Ouais. On mettra le lien. On mettra des liens, ouais. Et comme ça, Avec vous plaisir. Et si vous rentrez pas dans ces conditions, bah après, vous pouvez toujours, il y a toujours 570 Easy, Bien sûr. donc qui pourra aussi répondre à ces. Tu donneras les contacts, on mettra tous les contacts Inch'Allah. Tous les contacts et on avancera. Ok. Avec Et grand vos plaisir. bureaux sont où? À Paris. Alors, alhamdoulilah, on a des très beaux bureaux, Champs-Élysées. 92 avenue des Champs-Élysées, Ah bon? juste au-dessus de la boutique du Paris Saint-Germain. En plus. Donc, marhaban bikoum, si vous êtes de passage. Ah, donc c'est vraiment athlétique à fond, quoi. C'est Exactement. PSG, Exactement. athlétique. plusieurs fois, je suis passé à Paris et plusieurs fois, on s'était écrit pour qu'on se voit, mais j'avais pas le temps. Ouais. En plus, moi, j'étais en moto une fois et on devait se voir. C'est quand on se parlait, mais on s'est vu à Dubaï. En tout cas, s'il y a un finalement. très bon café crème, je suis là. Inch'Allah.